chez Barbara de la Motte Saint-Pierre. Nous avons déjà eu pour TV Urania un premier entretien plutôt magistral, je dirais, je crois. Autour du Yotish voilà. Et autour du Prashna, l'astrologie horaire indienne. Alors cette fois-ci, il s'agira plutôt d'une discussion plus générale sur la confrontation entre les façons de vivre l'astrologie, de vivre pour l'astrologie, de vivre par l'astrologie, notamment la différence qui peut opposer comment les choses sont vécues en Inde et comment elles sont vécues en France. Par-delà la simple question des techniques, de la diversité des techniques, il y a une attitude, un esprit qui est différent, et qui d'ailleurs souvent, l'attitude va déterminer aussi les techniques, d'une certaine manière. Il est certain que ce qu'on attend de l'astrologie va également jouer sur la façon dont l'astrologie va se développer. Donc tout est lié. Mais là, on va plutôt parler de ce que j'appelle comment vivre... Le modus astrologicus voilà. Occidental et le modus astrologicus yotishi, c'est-à-dire indien. Et encore occidental aujourd'hui, parce que les choses ont évolué. Moi, j'ai étudié... je pense que par exemple au Moyen-Âge, et même à la Renaissance, on avait les astrologues avaient des attitudes qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi elles ont changé. Alors, si vous voulez, Jacques, à mon avis, nous allons partir de la notion de tradition et de tradition orale. Car la plupart de nos confrères occidentaux ont appris beaucoup dans les livres, beaucoup maintenant avec le web, avec Internet, et une véritable tradition, je vais dire presque patrilinéaire, ou en tout cas de maître à élève, de maître à disciple, n'existe plus. J'ai eu le privilège, vous le savez, d'avoir cette transmission à 3 reprises, quand j'étais à Madagascar enfant, où il se trouvaient des astrologues indiens, après quoi dans ma propre famille, et enfin avec Marco Daniel, qui a vécu ici, et avec lequel j'ai travaillé en totale confiance et symbiose pendant 12 ans. Alors, l'astrologue doit vivre avec son maître, il lui doit assistance, il fait les calculs, il travaille à la main, et tous les matins, avec Marco Daniel par exemple, avec mes autres maîtres, nous calculions le thème de la journée, nous voyions ce qui allait se passer, Marco Daniel recevait des consultants, nous calculions l'horoscope du consultant. Quand je revenais du palais, Marco Daniel m'expliquait comment ça s'était passé, me faisait chercher ce qui s'était dit et comment ça s'était déroulé. Et c'est comme ça, par un exemple concret quotidien, que s'instaure la transmission. Et alors je ne sais pas tellement si elle existe actuellement. Et puis alors, évidemment, il y a également tout le contenu de nos 2 arts qui reposent sur des zodiaques différents et sur une approche différente. Vous allez parler, Jacques, je vous laisse la parole. Oui, l'évolution qui a amené aujourd'hui à la pratique, à la façon de fonctionner chez les astrologues occidentaux, c'est un peu le rejet de ce que j'appelle la dimension magique. C'est-à-dire l'idée que l'être humain est capable de transformer les choses, de les modifier, et qu'il n'est pas simplement soumis passivement à la nature. Voilà. Et donc, l'astrologue d'aujourd'hui, il semblerait qu'il est toujours du côté des astres et il n'est pas du côté des hommes, en quelque sorte. Alors, si vous voulez, pour nous autres astrologues indiens, l'horoscope, parce que je ne parle pas de thème, nous parlons d'horoscope, c'est un réservoir de force. Le réservoir de force en question, il s'agit de l'apprivoiser, de l'amadouer, de manière à le rendre opératif et efficace pour la grande combinaison que détermine l'horoscope de naissance et pour savoir ce que l'on va pouvoir faire et quand il sera opportun d'agir. Alors, évidemment, l'astrologue voit très bien s'il y a des pertes, des choses difficiles, du plus et du moins. Nous faisons une astrologie manichéiste.
avec du noir et du blanc. Oui, tout à fait. Ce que les Occidentaux se refusent à faire. Bon, nous, on vient nous voir pour avoir des résultats. Nous faisons une astrologie manichéiste et matérialiste. Et nous n'oublions jamais que nos anciens confrères, les pères de notre discipline, se sont vus certains avoir le cou coupé parce qu'ils n'avaient pas délivré de bonnes prédictions. Nous vivons de notre art. L'art astrologique doit être sanctionné par un retour financier ou autre. S'il ne l'est pas, nous ne faisons pas de travail honorable, car nous n'avons pas de raison de faire de travail honorable s'il n'y a pas une sanction matérielle en retour. Il faut être clair. L'astrologue est une science, c'est un art, et ça nécessite des honoraires. Alors, à quoi sert l'astrologue? Ou à quoi sert l'astrologie? C'est un donneur d'avis. Alors, justement, est-ce qu'il est là pour... alors, par exemple, là où il y a une espèce de nœud, il y a une difficulté actuellement, c'est que un des paradoxes de la prévision, c'est est-ce que je peux à la fois prévoir et empêcher que ce que j'ai prévu se réalise? Alors, on peut donc prévoir, prédire et trouver les mesures remédiantes qui vont permettre à la prédiction de s'effectuer à un octave différent de l'octave prévisible. L'on déporte. C'est un peu ce que faisait, par exemple, Alexandre Volgin quand il demandait aux gens de vivre leur anniversaire, leur révolution solaire dans d'autres pays ailleurs. Alors, nous, c'est un petit peu différent. Il peut y avoir un chat au lieu de vous-même qui souffre d'une perte de vue. Ça m'est arrivé. Il peut être obligatoire à un moment de sa vie de ne plus manger de viande ou de jeûner un certain jour. L'on peut porter des bagues d'une certaine couleur. Je me souviens que quand Marco Daniel m'avait rencontré, c'était dans un salon astrologique où je donnais des consultations. Marco a pris une consultation, il revenait des Indes. Il ne me l'a pas dit sur le champ. Et une fois ma consultation effectuée, il m'a dit « Vous ne dites pas de bêtises, ce que vous faites c'est pas mal. Il manque tout le contenu, mais le contenant est là, c'est déjà pas mal. » Et alors, il m'a demandé ma date de naissance, il a calculé mon horoscope. Il m'a dit « Nous allons travailler ensemble, je vous apprends tout ce que je sais. » Il y a eu une reconnaissance immédiate, Voilà, oui. mais il m'a dit « Vous avez un soleil-Mars tragique, vous ne devez plus manger le mardi pendant 10 ans, et vous devez tout le temps porter un corail rouge. » Oui. Oui, c'est ça. Ça a vraiment disparu de la pratique astrologique. Et même, je dirais, beaucoup d'astrologues considéraient que c'est du charlatanisme. Eh bien, c'est dans la déontologie de l'astrologue aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'excès, vous savez. Mais naturellement. Par exemple, du genre, l'astrologue annonce des catastrophes, et puis il dit, si vous voulez éviter la catastrophe... versez-moi tant, voilà, ainsi c'est de ça. suite, Alors, etc. on n'arrive pas à sortir de cette espèce de... Alors, tandis que là, ce sont quand même des mesures remédiantes traditionnelles auxquelles s'attache une réelle efficacité. Elle se trouve dans nos traités, Prajnamarga en fait état, Parashara aussi, etc. Tout ça, ce sont des choses transmises de bouche à oreille, dont la réalité est avérée. Moi, je crois que l'attitude actuelle de l'Union astrologique occidentale, c'est qu'ils sont sur la défensive. C'est-à-dire, comme ils essaient de prouver quelque chose, ils disent, ah ben attendez, si je veux prouver, il faut laisser l'événement se produire dans toute son acuité, pour qu'on puisse vérifier que ça fonctionne bien. Alors que si effectivement, alors que dans un pays comme l'Inde où l'astrologie est mieux ancrée dans les mœurs, on ne cherche pas à faire des preuves que l'astrologie est valable ou pas valable. On cherche à aider son client. À mon avis, c'est pas ça. C'est une question de foi. Oui. Le client a foi dans le dire et dans l'expertise de l'astrologue. Et l'astrologue, à la manière d'un consultant actuel, d'un consultant finance, vous dira faites ci, faites ça, pour éviter le très gros pépin. Et le client, là-bas, ajoute foi. Il sait que le gros pépin peut arriver, et il voit que le gros pépin a été écarté.
Alors il y a des manières d'écarter, donc il y a la prière, il y a offrir, je ne sais pas quoi, une chèvre. En ce moment, je devrais offrir une chèvre en sacrifice. Oui. Il va falloir que j'y pense. Je pense que je ferai un jour un gros méchoui. Ben voilà, parce que j'ai pensé à ça. Voilà, je ferai un gros chevreau. Oui, un gros méchoui de chevreau. Et puis, ça permettra à des tas de choses de rebondir. J'espère bien, oui. Mais effectivement, le fait de contrecarrer, un événement, c'est un peu le phénomène de Jonas. Jonas qui fait une prophétie pour annoncer une catastrophe pour Ninive, et puis les gens de Ninive se repentent, et donc la prophétie est reportée, est repoussée. Mais moi, c'est ce que j'appelle, dans ma thèse que j'ai consacrée au judaïsme et au médiéval, le miracle astrologique. Alors, la notion de miracle astrologique, ça veut dire l'astrologie, dans les lois astrologiques voudraient que ce soit comme ça, mais on peut éventuellement on va les détourner. Mais si on ne croit pas aux lois astrologiques, on ne peut pas faire de miracle. Si l'on ne croit pas à l'efficacité, certaines n'existent pas. Et je me souviens, bon, j'ai beaucoup travaillé pour des personnes qui étaient en grande dépression. Eh bien, il est tout à fait étonnant de se rendre compte qu'en dépit de la véritable efficacité de l'astrologie indienne, les gens qui prennent des neuroleptiques ou autre chose de ce genre, et j'en ai eu des consultations, le phénomène astrologique ne marche pas, l'événement ne se produit pas. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Effectivement, il y a des facteurs qui empêchent le flux astrologique, l'influx astrologique de produire son effet. Voilà, il y a toutes sortes de facteurs, et je crois que c'est très important, parce qu'aujourd'hui on a aussi, chez beaucoup d'astrologues occidentaux, ce travers que l'astrologie explique tout, que tout ce qui vient entraver l'astrologie est déjà dans l'astrologie. En fait, tout est dans l'astrologie, y compris ce qui viendrait faire blocage. Alors qu'en réalité, la sagesse de dire, il y a l'astrologie, et puis il y a d'autres forces. D'autres forces qui interfèrent. Voilà. Et ça, aussi là-dessus, voyez-vous, il y a là un grand problème. Aujourd'hui, j'en parlais encore hier soir avec d'autres personnes, il y a une sorte de mythe d'une astrologie qui explique tout, et tout ce qui pourrait éventuellement aller en l'encontre d'elle-même, c'est déjà dans le modèle astrologique. Mais non, le modèle astrologique s'applique, comme le dirait Taine, à une époque, une sociologie, et oui. il peut être étendu chez nous à condition de faire quand même des traductions larges des spécificités de nos significateurs, mais il y a des choses de notre modus operandi et de notre modus vivendi moderne qui écartent l'effet astral. Et justement, parce que vous êtes une juriste, il y a aussi cette question-là, parce que par exemple le droit, une société qui est très verrouillée au niveau de son mode de fonctionnement, aussi bien sur le plan du mode d'élection, du mode de vie, etc., elle-même, elle peut empêcher également la cyclicité astrologique de se produire pleinement. Mais oui, puisqu'elle va être verrouillée, elle est bloquée, la société est bloquée, donc même les changements sont atténués, sont estompés, et finalement l'astrologie est contrecarrée. Mais c'est ce que cherchent nos actuels gouvernements, voyons, puisque ces gens sont menacés par les attentats, etc. Si en plus les astres apportaient leurs phénomènes récurrents et plus ou moins contrariants, où irait-on? Encore que, puisque vous êtes constitutionnaliste, encore que nos constitutions prévoient également des cyclicités. Elles prévoient aussi des périodicités. Mais elles ne sont plus celles de la tradition. Oui, mais justement, donc ils en ont quand même. Qui perturbent aussi la vie. Le 5 ans au lieu du 7 ans, à quoi ça ressemble? C'est ça, par exemple. C'est énorme. Le 5 ans, le quinquennat, moi je cherche du quinquennat dans mes cycles astrologiques, je suis peut-être pas très bonne. Nous avons une cyclicité assez compliquée que vous connaissez, Jacques, puisque vous avez travaillé en Yotish. C'est celle du Vimshottari qui attribue à chaque planète une durée qui va de 20 ans à 5 ans. Voilà. Bon, mais non, à 6 ans, on n'a pas 5 ans. On n'a pas 5 ans. Et bon, mais ça se base sur l'horoscope natif,
Ça peut se baser sur l'horoscope du moment où l'on a prononcé que le président de la République, ainsi de suite, etc., avait été élu. Moi, je ne crois pas beaucoup à ces thèmes d'élection particulière. Oui, oui. Moi, je crois beaucoup au premier thème, celui de la République française. Moi, j'aime le thème d'origine. Ah oui. Je n'aime pas la multiplicité des opérations. Je fais ou du radix, ou du prajna de l'horaire, ou de l'oraculaire, mais je trouve que la multiplicité des figures dénature le pronostic. Et alors, je voudrais aborder la question de la comment vivent les astrologues en société. Est-ce que vous avez remarqué que l'astrologie sert, dans des groupes qui sont constitués d'astrologues, est-ce que l'astrologie joue un rôle dans leurs relations humaines, dans leur façon d'organiser leur vie? Ou est-ce qu'on a l'impression que c'est réservé à la pratique professionnelle et que dès qu'on est en dehors de la pratique professionnelle, rémunérée, les astrologues, quand ils se retrouvent entre eux, ils se comportent comme le premier venu, finalement, non? Est-ce que c'est différent en Inde et en Occident? Est-ce que vous avez étudié la façon dont les astrologues indiens vivaient en société? Marco m'en a beaucoup parlé, avec le don des fleurs, la décoration de la maison, l'horoscope dressé par terre avec des petites statues qui représentent les planètes et que l'on bouge au jour le jour au fil de leur course, etc. Bon, moi qui suis à la fois peintre, astrologue et qui écris, dans un espace qui n'est pas celui que je mérite mais qui est limité, il n'y a pas nécessairement la place pour faire tout ça. Il y a eu ça à un moment dans ma vie, ça n'y est plus, bon. Mais si vous voulez, je m'impose des règles. Je ne travaille jamais astrologiquement la nuit, ça nous est interdit. Je ne monte jamais un horoscope le matin avant de n'avoir fait ma toilette, d'avoir mangé, bu, lavé ma bouche, etc. Et d'avoir prié. Parce que je crois que nous devons, conservant nos religions d'origine et respectives, avoir un lien avec le transcendant. Je pense que c'est important dans notre pratique. Bon, c'est moi, Barbara de la Motte. Mais ça, c'est une pratique c'est au niveau individuel. C'est complètement individuel. Mais au niveau relationnel. Mais je vous parle quand même de ma manière de vivre pour venir à celle de mes confrères. Il y a des jours où je jeûne et je trace mon horoscope à la main parce que j'estime que c'est le moindre des respects que de travailler manuellement. Et très souvent, je calcule à la main aussi, le calcul étant la méditation de l'astrologue, selon cette devise que Marco m'avait fait écrire je ne sais pas combien de fois. Bon. Alors, mes confrères ont une pratique différente. Moi, je ne la juge pas, ils ne font pas de yotish. Comme yotishi, je ne connais, comme yotishi pratiquant et que je respecte, je connais Marco Daniel, il y avait Indu Dharan, je sais que, comment s'appelle-t-elle Imabundi. Imabundi, qui était remarquable à Bourges. À Bourges, oui. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais j'ai travaillé avec elle, c'était une femme absolument remarquable, et qui vivait justement avec ses principes, ce mode de vie, et ces purifications qui nous sont requises. Il y a en Belgique, à Bruxelles, Marie-Christine Siffert. Sifflet. Siffet, oui. Siffet. Le groupe de la Veda, l'astrologie Veda. Oui, je ne l'ai jamais rencontré. Nous n'avons pas tout à fait la même approche. Oui. Bon, je crois que le fait que nous n'ayons pas la même approche procède d'une chose très simple, c'est que moi j'ai été enseignée par 3 maîtres. Et je ne sais pas si Marie-Christine a eu une formation réellement traditionnelle avec les exigences que ça suppose. D'autre part, sur le plan du travail, et là je vais insister là-dessus, sur ces gens qui se fondent uniquement sur le dévidement et le moulinage d'un travail logiciel astrologique. Alors évidemment, tout est fourni, en avant, en voiture Simone. Moi, j'ai pas autant de paramètres, c'est une certitude. Seulement,
Ce qu'ont m'ont toujours dit tous mes maîtres, en peinture aussi, c'est la même chose. Il s'agit, avec les éléments dont on dispose, de faire du bon travail. Et bien souvent, moins on a d'éléments, plus le regard est juste. Alors, mes yogas, je les vois, je prends mes livres, je vais les chercher à la main, etc. Eux, leur yoga, boum, 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 la machine les apporte. C'est une formule. De toute façon, Barbara... on ne peut pas aller contre. Mais d'un autre côté, si vous voulez, le problème c'est quand il y a une pléthore de données, de toute manière, les gens ne peuvent pas Tout ingérer. Tout ingérer. Donc ils font quand même quelque part, de façon assez aléatoire et arbitraire, ils font des choix. Oui, c'est... Et donc, alors ces choix peuvent être inspirés, d'ailleurs. On peut l'espérer. Mais ils peuvent être inspirés, ils peuvent même être médiumniques, je ne sais pas. Pourquoi Mais pas. il est certain que quand il y a une énorme quantité de données, le cerveau ne peut plus gérer Et ces données. l'arbitraire arrive. Et l'arbitraire arrive, mais parfois... Mais il existe aussi chez moi, il n'y a aucun doute. Mais parfois, cet arbitraire, moi je m'en fais... peut être une façon de transcender le savoir ordinaire en accédant à une autre dimension par défaut, en quelque sorte. Oui, ou par plus. C'est-à-dire cette dimension, une espèce de situation un petit peu embrouillée comme cela, avec des données, on est un petit peu saturé de l'information, et donc là, le cerveau va être amené à trouver une solution. Et par un heureux hasard, qui après tout, tel le désordre qui peut être une heureuse combinaison, le heureux hasard existe. Oui. Et donc, j'insiste un peu là-dessus. Quelle est la langue, ce qu'on appellerait la langue commune de ces astrologues, en fin de compte? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces astrologues? Est-ce qu'ils ont des repères communs? Est-ce qu'ils ont des signes communs qui leur servent véritablement? Ou bien est-ce que dès qu'ils ne sont plus dans une situation professionnelle astrologique, ils se comportent comme finalement le premier venu? Écoutez, je ne sais pas. Bon, d'abord, eux et moi ne parlons pas la même langue, parce que vous savez que je travaille sur des listes astrologiques qui sont des liens extraordinairement aléatoires. Je viens, sans le savoir, de m'apercevoir que j'avais été éjecté d'une liste, sans qu'on me prévienne. Bon. Tout ce monde-là travaillait en astrologie occidentale, avec les directions primaires à la Bouchon. Bon, évidemment, moi je suis Yotichi, je n'emploie pas les directions primaires Bouchon, donc on finissait par ne plus rien se dire, et c'est ce qu'ils m'ont reproché d'ailleurs, de ne plus avoir de langage commun avec eux. Oui. Alors on va peut-être aborder d'autres questions fondamentales, qui sont d'une part la question des planètes transsaturniennes, la problématique de ces planètes, faut-il les utiliser ou pas? Alors là, vous savez très bien que moi je ne les utilise pas, ma tradition ne les utilise pas, donc je ne suis pas en mesure d'en parler. Notre tradition, je me permets de le redire, je l'ai déjà dit, ne tient compte que du critère de visibilité, c'est-à-dire de l'effet des planètes que l'on peut voir à l'œil nu ou avec éventuellement une petite lunette. Saturne, mais nous n'allons pas au-delà de Saturne, et puis nous employons les deux nœuds qui sont des points fictifs qui sont très à la mode actuellement par les astrologues, mais qui tiennent une place fondamentale dans l'astrologie indienne, vous le savez. Arahu Ketu. Mais oui, nos amis. Donc, est-ce que vous pensez que, parce que j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus, excusez-moi d'insister, est-ce que vous pensez que c'est crédible que des planètes qu'on a découvertes et qui sont entrées dans le champ de conscience de l'humanité depuis 200 ans, depuis 80 ans, depuis 50 ans, est-ce que vous pensez que c'est un temps suffisant pour qu'ils aient été intégrés par le psychisme humain? Est-ce qu'ils restent, à votre avis, ce sont des... Je ne peux pas avoir d'avis, Jacques, je ne m'en sers pas. Oui. Je ne peux pas avoir d'avis. Bon, j'ai des confrères qui ont fait les prédictions sur moi, pour moi, ou pour les miens, en se basant sur les transsaturniennes. Il y a eu des choses intéressantes. Le phénomène des transits ou des progressions de l'ascendant sur les révolutions solaires
et qui arrivent à Uranus, Saturne, à Uranus, Pluton, Neptune, il se passe quelque chose. Bon, je ne les intègre pas à ma pratique, mais j'ai vu des résultats. Alors justement, vous avez employé le mot transit. Je m'en sers pas, vous Ce savez. terme-là, oui, c'est ça. Les astrologues hindous Bon, on a les transits de maison à maison et les transits dans les maisons de la Lune, vous savez, Oui. mais c'est un transit qui comprend le passage d'une planète dans un signe entier, donc ça n'a rien à voir avec la Oui, notion de c'est ça, transit voilà, de oui. Ptolémée. Oui. Et encore, à mon avis, je ne sais pas. Je crois que c'est une notion. D'ailleurs, je sais ça a pas, un autre nom, ça s'appelle le Gotchara chez nous. Oui. Il faudrait réfléchir, il faudrait savoir exactement à quel moment les transits sont arrivés dans l'astrologie occidentale. Je ne crois pas que chez Ptolémée on parle des transits. Il parle des orbes, ça vous le savez. Oui, mais les transits, c'est le passage d'une planète, par exemple, quelqu'un a 30 ans, c'est les rapports entre une planète dans le ciel, à un moment donné, avec le thème natal. ça. Et ça, on le trouve, à mon avis, c'est quelque chose de relativement récent. C'est une technique relativement récente. Je dirais même que peut-être elle n'est pas vraiment attestée avant le 19e siècle. Nous, c'est pour dire. Si, notre ami Morane Villefranche s'en sert, vous le Alors, savez, dans la Gallica. Ah oui, justement, vous Moi, avez j'ai fait traduit. un gros travail sur Alors la justement, Gallica. donc. Morane s'en sert. Alors, il s'en sert de la façon dont on s'en sert aujourd'hui. Oui, dans son travail sur la vie devant des astres qui a été traduit par Hieros, très bien, Oui. c'est entièrement constitué là-dessus. Des révolutions lunaires, des révolutions solaires et du transit. Ah. Alors, les transits. Alors justement, la question de savoir comment quelle est sa conception des transits, parce que Ça il y a- semble très voisin de la nôtre, parce que Ah. je fais en ce moment un travail sur ma vie devant les astres, oui, et ça semble complètement voisin. parce qu'il y a plusieurs conceptions des transits. Je pense qu'à une certaine époque, les transits, c'était voilà, il y a une configuration significative dans le ciel, Oui. et on voit comment ça se répercute au niveau de l'individu. Aujourd'hui, on fait des transits de planètes qui ne sont pas en situation significative. Ah oui, non, mais lui, il reprend des angularités qui se reproduisent dans le ciel. Oui, non mais justement, c'est pas les transits tels qu'aujourd'hui, on a une Oui, conception oui. beaucoup plus laxiste des transits, c'est-à-dire que tout simplement, une planète passe, voilà, on regarde où ça passe dans le thème. Oui, mais il n'y a, non. pas, il n'y a pas de configuration forcément dans Ah le non, ciel. lui reprend des Voilà. configurations. Donc vous voyez, ça encore, existantes. c'est une théorie qui a beaucoup évolué et qui a évolué au point de ne plus, Mais plus être significative. Mais, en mais fait. c'est parce que, d'une manière générale, premièrement, avant l'apparition de l'informatique, les gens ne savaient pas calculer les révolutions solaires et lunaires. Oui. L'approche des éphémérides était un petit peu difficile, Oui. on n'avait pas de matériaux nécessaires, et bon, ben, bon an, mal an, on faisait un peu sa soupe comme on pouvait. Oui, mais on pourrait dire aussi qu'à un certain moment, la direction primaire était utilisée justement parce qu'on ne savait pas où étaient les positions planétaires, et donc il était plus commode de partir du thème natal, de le faire évoluer de quelques jours après. Mais Les directions primaires. voilà, c'était surtout ça. Alors je disais donc, ça y est, vous redémarrez là? Oui, je disais que en fait, les transits ont été intégrés dans la pratique astrologique française assez tardivement. Je dirais que dans les années 50 encore, où il y avait effectivement pas beaucoup d'éphémérides et où c'était surtout des éphémérides assez tous les 10 jours, etc. Il y avait quand même une certaine prédilection pour les directions primaires ou autres, d'ailleurs secondaires, etc. Parce que ça permettait de faire des prévisions sans connaître l'état du ciel 20 ou 30 ans plus tard. Oui, et donc, oui. en fin de compte, il suffisait de faire bouger légèrement Les planètes selon un calcul voilà, donné, dans les un quelques heures après la naissance ou les quelques jours après la naissance, et on avait un global de la vie de la personne. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a failli abandonner ces directions primaires dans les années 60-70, mais qu'avec le développement informatique, ces directions sont réapparues. Oui. Sont réapparues, et donc, paradoxalement, ce sont les systèmes les plus archaïques qui sont favorisés par les techniques les plus modernes. Il y a eu aussi les profections, vous êtes très au courant. Un signe égale une année, etc. C'est pas inintéressant l'histoire. Oui, Oui, il y a des éléments intéressants qu'on peut extraire. Jeantin de Florence donne une date des projections des profections dans l'année. C'est extraordinairement exact.
Bon, moi j'ai des outils beaucoup plus performants avec mon astrologie indienne. Je ne m'en sers plus. Mais à un moment où Marco n'était pas rentré dans ma vie, etc., je travaillais avec les professions Janktan Florence. Je n'ai jamais aimé travailler avec les directions primaires. D'abord, elles supposent de faire une rectification horaire de l'heure de naissance. Moi, je trouve ça forcément arbitraire. Bon, puis, alors, je me base sur mon propre cas. Mon heure de naissance a 3 ou 4 heures de différence selon que l'on prend le témoignage de ma mère, oui. Celui de ma tante qui était là et celui de l'état civil. On n'a jamais su la vérité. J'existe encore. Les remedial mesures ont fait leur effet en dépit de tout. Bon, moi je me base sur l'état civil en tout état de cause tout le temps. Mais ça c'est la juriste qui parle. Donc finalement, vous ne croyez pas à la rectification du thème de l'heure de naissance? Pas du tout. Par le système, par exemple, des degrés monomères. Je m'occupe pas de ça. Parce que les astrologues indiens, moi je me souviens quand j'étais allé en Inde. Alors si on peut le faire avec le nakshatra. Oui, enfin d'après la profession des parents, d'après ceci, d'après oui, cela, ils arrivent à préciser l'heure de naissance. Oui, il y a des trucs qui se font. Parfois, avec le nakshatra, je le fais. Quand je n'arrive pas à avoir une équivalence événementielle très juste. Mais bon, moi, c'est peut-être parce que je suis peintre et que je suis un peintre pour lequel la forme est susceptible de variation. Je dis à mes consultants, écoutez, tout ça c'est à 6 mois près. Sauf dans la révolution solaire où l'on peut être à 15 jours près, je leur dis... on ne peut pas envisager une date pile poil. Oui. Et ça marche. Bon, peut-être que je fais de l'astrologie à l'ancienne. Mais effectivement, les astrologues modernes du XXIe siècle font très peu de corrections d'heure de naissance, alors que leurs aïeux d'il y a 2 générations... c'était presque une obligation. Si, alors je vois Cordier et toute son équipe. Voilà, alors lui fait énormément de rectifications parce que lui travaille avec les directions primaires. Bouchon. C'est cela. Mais ce sont quand même, bon, disons que c'est encore ils sont un peu marginaux. C'est-à-dire qu'il y a tout un groupe avec Cordier, avec Roger Eke également, la CB, qui sont des formes de direction primaire qui impliquent, etc. Mais il faut avoir une certaine croyance en l'astrologie pour avoir le courage aujourd'hui de modifier l'heure de naissance. Silette se met à faire des rectifications aussi. Qui Marie-Christine. Ah oui. Elle aussi fait de la rectification. Mais il y a une certaine logique à ça. Ça veut dire que... C'est sûrement logique. Moi, je vais vous dire, je m'excuse. De rectification de l'heure de naissance, je ne sais pas exactement comment Éric Cordier travaille, mais disons qu'il s'agit de... disons que la pratique, disons dans les années 50, c'était donner à l'astrologue un certain nombre de dates marquantes, soi-disant marquantes, et on partait du principe que ces dates devaient coïncider avec des moments ou des configurations marquantes, et que par conséquent, si ça ne se produisait pas à ce moment-là, il fallait modifier l'heure de naissance pour que ça corresponde bien. Il fallait ajuster l'astrologie sur la... C'est une sauce qu'on touille. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, alors allez-y. Pause s'il te plaît, encore un commentaire. Quand même que vous acceptez qu'on vous filme, on en avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte la pratique de l'astrologie, non pas quand on donne des consultations, mais quand on est soi-même astrologue pour soi-même. C'est ce qu'on appelle l'autoconsultation. C'est-à-dire que... Oui, mais ça marche aussi bien que l'automédication, voyons, Jacques. Oui, mais alors justement, il y a certaines personnes, par exemple, Isabelle me disait tout à l'heure que elle avait une pratique quotidienne de l'astrologie, et pas de l'astrologie spécialement, mais de différentes formes de divination, disons, qui lui permettaient de qualifier la situation dans laquelle elle se trouvait. Alors c'était un concept un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle voulait savoir, elle vivait les choses, mais elle voulait savoir ce qui se passait réellement, et elle voulait que les astres, ou les vikings, ou la géomancie, ou je ne sais quelle autre forme, lui disent qu'est-ce qui se passait. Écoutez, moi j'ai ça, que je regarde tous les jours. C'est absurde. Ce sont les nakshatras, vous savez, c'est notre autre zodiaque
indien, c'est celui des constellations. Eh bien, moi, je regarde où se trouve la Lune. J'ai fait le calcul tout à l'heure de notre entretien, parce que, bon, toutes les choses un petit peu extraordinaires ou importantes de ma vie, j'en calcule l'horoscope pour voir un peu comment ça va marcher. Et bon, par exemple, au moment où vous êtes arrivé, la Lune était à 0 degré 10 minutes du Capricorne. Capricorne de sidéral. Nous sommes en sidéral, Oui, oui. Nous sommes en sidéral, ce qui fait 24 Capricornes Voilà. en tropical. En Uttarashada, constellation attribuée au Soleil. Bon, 0,10, alors là j'ai mon petit décompte des, comment dire, des divisions des nakshatras qui se divisent en 9 subdivisions, qui elles-mêmes encore se redivisent en 9 subdivisions. Et nous étions à ce moment-là en Rahu Saturne, c'est-à-dire c'est extrêmement rapide, précipité, nous sommes chez Rahu, c'est pour ça qu'on a un débit précipité, passionnel, etc. Vous connaissez notre nœud nord de la Lune, qui est si inattendu, mais qui régit l'astrologie. Nous sommes à un très bon moment astral. Et bon, ben, comment dire, pendant 2 heures encore, nous allons être dans ce sub de Rahu, donc tout notre entretien va se passer sous ces auspices-là. C'est intéressant, c'est évidemment nerveux, énergétique, passionnel, etc., etc. Nous sommes l'un et l'autre ainsi, Jacques et moi, on ne se changera pas, et là, les planètes ne concourent pas forcément à nous transformer, mais bon. Alors voilà, ça c'est ma manière à moi de vivre en astrologue tous les jours, monter mon petit thème le matin, monter l'horoscope de la chose importante que je fais et regarder au fil de la journée où s'en trouve la Lune. Mais alors justement, Barbara Lamotte Saint-Pierre, est-ce que vous disposez, en dehors de cette étude comme cela au quotidien, est-ce que vous disposez, bon vous allez me dire que vous avez les DASA, etc., mais est-ce que vous pratiquez réellement un système qui vous permet de situer dans le temps Ma trajectoire. Votre trajectoire, est-ce que vous avez une cyclicité comme ça qui vous permet de voir d'où d'établir où j'en suis, où vous en êtes par rapport à une phase, par rapport à quelque chose qui aurait commencé un peu avant et qui va durer encore un peu plus tard. Ah mais tout à fait. Et puis moi aussi je me sers de Saturne, figurez-vous. Parce que ça c'est une chose qui nous rapproche. Oui. Saturne va quitter le 15 juillet la 2e maison de ma Lune. Vous savez que Saturne a un transit terrible qui est dans la maison 12, la maison 1, la maison 2 de la Lune. Et à partir du moment où il quitte ces 3 maisons, vous savez que chez nous, un signe égale une maison. À partir du moment où il quitte cette 2e maison de la Lune, mon Dieu, la vie va mieux. Mais alors c'est un phénomène qui concerne votre thème personnel. C'est mon thème à moi. Mais si vous voulez, si je travaille pour moi, je regarde mon horoscope personnel. Oui, mais vous pouvez aussi être intéressé par des phénomènes qui se jouent au niveau d'une société. Oui, mais vous aviez posé la question Vous m'avez personnelle. parlé pour moi. Non, mais maintenant, je veux dire, est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de, quand vous rencontrez quelqu'un, de dire, par exemple, je sais pas, imaginons que des astrologues se rencontrent et qu'ils disent, ah ben, comment est-ce que tu vis tel phénomène comme ça qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre? De temps en temps, j'écris à mes amis tropicalistes en leur demandant, mais comment ça se fait qu'il se passe tel truc tellement agité, etc., etc. Parce que je trouve quand même intéressant d'avoir l'avis de ces gens-là qui se servent des transsaturniennes, avec lesquelles j'ai pas d'excellent rapport parce qu'ils sont bien loin d'être ni quotidiens ni mensuels et à peine annuels. Donc, je préfère avoir l'avis des autres. Mais si, il est un horoscope sur lequel je me penche beaucoup, c'est celui de la République française, que je prends pour la proclamation de la République française le 6 octobre
1958 à 18h du haut du Conseil d'État. La 5e République quand même. Le 5e, je ne sais pas pourquoi, lapsus calamitaire, mais bon, j'avais eu, en me fondant sur ces données-là, j'avais eu la date exacte et précise des incidents qui sont passés dans les banlieues dans le 9-3 en 2005, en novembre. Donc je pense qu'il a une marge d'efficacité raisonnable. Je travaille beaucoup là-dessus. Bon, je n'ai pas le temps de me pencher sur l'horoscope des États-Unis comme le fait Marie-Christine Sillette, etc., etc. Il faudrait que je ne fasse que ça. Malheureusement, je barbouille de la toile, etc. Il faudrait 3 vies. Oui. Et justement, j'aimerais que vous parliez un petit peu, c'est un sujet un petit peu différent, qui concerne les fondements même de l'astrologie. Par exemple, le zodiaque, prenons le cas du zodiaque. Le zodiaque, comment est-ce que vous comprenez la dynamique du zodiaque, la symbolique du zodiaque? Est-ce que c'est quelque chose qui est parfaitement cohérent pour vous? Vous savez, moi je pense beaucoup plus planète que signe. Oui. Le signe, pour moi, c'est un réservoir de force. C'est le lieu d'exil, de domicile ou d'exaltation ou de chute d'un significateur planétaire. Voilà, oui. Mais la coloration zodiacale, je n'en tiens pas compte. Vous savez que les colorations me viennent du système des nakshatras, c'est-à-dire des demeures lunaires. Voilà. Alors moi je ne suis pas le bon client pour vous Mais parler alors, du zodiaque. c'est l'occasion pour nous de parler de cette question justement des constellations. C'est-à-dire que qu'avez-vous à nous dire sur ce fameux débat justement sur le fait que certains astrologues occidentaux, la plupart des astrologues occidentaux se disent tropicalistes et les autres, même dans la tendance, même d'ailleurs de Denis Labouré par exemple, Sidéraliste. se disent sidéralistes ou dorsants, etc., ou les astrologues indiens. Vous avez des choses à ajouter sur ce point, sur cette différence? Écoutez, moi je ne me sers plus de l'astrologie tropicale depuis maintenant au moins 25 ans. Je travaille selon cette précession des équinoxes et avec l'Ayanamsha, c'est-à-dire la différence calculée au congrès de l'Aïri en 1952. Nous avons nos éphémérides, publicités non payées, qui viennent de l'Astro Research Bureau de Kolkata. Elles sont achetables sur le net. Il y a tout, jour après jour, les aspects, les calculs de notre Vimshotaridasa, les périodes planétaires détaillées, etc. Mais est-ce que vous vous intéressez aux étoiles fixes, en tant qu'étoiles fixes? Alors nous travaillons avec des étoiles fixes. Justement, je consultais mes textes ce matin. Oui. Canopus nous importe, Aldébaran nous importe, Rigel Betelgeuse également. Elles importent à quel titre elles importent? Parce qu'elles sont le lieu d'exaltation ou le départ de certaines de nos constellations. Oui, c'est ça. Oui. La constellation tire son nom et ses propriétés de l'étoile fixe qui la gouverne. Ah oui. Alors c'est pour ça que nous travaillons aussi avec l'étoile fixe. Oui, mais vous avez ce qu'on appelle les astérismes, hein, qui sont des divisions beaucoup plus Ah oui, beaucoup plus nombreuses. nous avons des divisions plus menues. Oui. Ce sont celles-là justement dont je vous parlais tout à l'heure et sur lesquelles je regardais la place de ma lune, je calcule combien de temps la lune va mettre pour passer d'un astérisme à l'autre, etc., etc. Je me souviens, quand je travaillais au palais ou chez Duncan, qu'on avait un peu que tout était compliqué, etc., etc. Je regardais dans mes astérismes et je disais autour de moi, on se calme, dans une demi-heure, ça va être le calme plat, ça va être tranquille. Je ne me suis jamais trompé, c'était le passage de la Lune d'un astérisme à un autre. En fait, est-ce que je me trompe en disant que d'une certaine manière, cette forme d'astrologie à laquelle vous faites référence à l'instant, d'un maniement relativement simple, c'est-à-dire qu'on utilise, on ne t'intéresse qu'à la Lune, à un moment donné, et on fait circuler la Lune qui, au cours de son parcours, va rencontrer des territoires, des secteurs qui seront marqués par telle et telle valeur planétaire ou valeur c'est ça, locale. et
C'est ce que j'appelais de l'astrologie atmosphérique. Voilà, c'est ça. Et je disais hier chez Didier Gesselin, justement, il organise des réunions d'astrologues le dimanche après-midi, et je disais que finalement, toute la théorie des domiciles des éclatations, paradoxalement, pouvait servir à qualifier chaque signe zodiacal de façon planétaire, et ça permettait de remplacer les planètes. Le simple fait que le Soleil ou la Lune entrent dans ces signes, les colorer de la valeur martienne ou de la valeur saturnienne, et ça servait à ce sens. Donc je crois que ce sont des astrologues qui sont très solilunaires, en fait, c'est-à-dire qu'au fond, les planètes, on ne s'en sert pas beaucoup, elles sont là pour marquer les différents secteurs au niveau des analogies, mais l'élément moteur, l'élément dynamique qui va bouger, qu'on fait bouger, c'est la Lune et éventuellement le Soleil. Voilà. Et alors, bon, annuellement Jupiter et trentenairement Saturne. Oui. Et avec ça, on est parti. C'est ça. Donc en fait, beaucoup de traditions, une grande partie de la tradition astrologique essentiellement normalement a été vouée à être utilisée par le fait qu'on faisait bouger la Lune, et qu'elle traversait des secteurs qui eux-mêmes étaient très différenciés les uns par rapport aux autres. Et puis alors, n'oubliez pas, Jacques, une chose. L'astrologie a été inventée par des gens qui, bien entendu, n'avaient pas de machine, n'avaient pas non plus de papier ni crayon, on traçait ça sur le sable, et puis on regardait la Lune où elle était, la nuit, on calculait pour la journée, Oui. et puis c'est comme ça que ça marchait. Oui. Mais vous savez, c'est avec des trucs très simples qu'on peut faire du travail solide. Absolument. Absolument, et il faut pas. Je crois qu'effectivement, on va vers la complication. Et on n'est pas bon, on n'est pas performant, parce qu'on a trop de matériaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Et il est clair que je dirais même au niveau de notre psyché, notre capacité d'intégrer des données, il ne faut pas lui en donner trop. Entendu, mais on peut c'est vrai que, trier. regardez par exemple les transits, c'est extraordinaire quand tu y réfléchis aux transits. Voilà, alors il y a telle planète, par exemple Jupiter est à tel endroit du ciel en telle année, et il va être en liaison avec le Jupiter natal 40 ans plus tôt, à tel degré. On a l'impression qu'on est des véritables chronomètres, qu'on a une mémoire des degrés. Parce que quand vous dites par exemple que Saturne est à tel endroit, à tel degré, et qu'il est en trigone avec le Saturne natal ou avec le Jupiter natal, ça veut dire qu'il y a une mémoire des degrés qu'on fonctionne véritablement comme une règle à calculer. C'est-à-dire que c'est hallucinant. Moi, j'espère faire une astrologie plus humaine que ça. Voilà, c'est ça, plus humaine, et qui justement, comme vous dites tout à l'heure à propos des planètes, qui soit à la dimension de l'être humain. Et vous savez, ce qui m'a obligé à également rétrécir mes éléments, j'enseigne mon petit-fils. C'est un très jeune homme qui a 8 ans. Oui. Mon très jeune homme fait ses petits calculs, bon. aime, on trace notre petit thème en carré, etc. Et pour l'instant, on travaille avec le soleil et la lune. Oui. Eh ben, Mais oui, vous avez tout à fait raison, c'est comme ça qu'il faut se mettre à la portée de... On fait du tout simple. Oui. Et justement, je crois qu'un des grands paradoxes, c'est que dans le public, au fond, l'image que le public a de l'astrologie est relativement simple. Oui. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils connaissent les 12 signes, etc. Bon. Et peut-être la lune. Et alors l'astrologue qui discute avec eux, il fait le savant en disant mais vous savez tout ça. Mais ça paraît du faux savoir, c'est le discours du maître dont parle Lacan, c'est tragique. Alors voilà, cette astrologie-là, ça n'est pas sérieux, ils vont dire mais comment croyez-vous que des tas de gens puissent être nés sous le même signe, etc. Et alors on fait le savant en disant mais on va vous montrer une autre astrologie beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus scientifique. Et il y a un décalage, je disais hier encore, au niveau de la philosophie, on se demande si l'astrologie a vocation à souligner l'individualité la plus radicale, ou au contraire, ce qui nous rapproche de familles psychologiques de même nature, voyez-vous. Alors, est-ce que l'astrologie est là pour rassembler, ou est-ce qu'elle est là pour différencier les gens les uns des autres? Alors, moi je ne suis pas psychologisante du tout, je suis pourtant psychanalyse, vous le savez, mais... je ne crois pas que ma pratique astrologique ait quoi que ce soit de psychologisant. Oui. Et non, l'astrologie pour moi c'est une chose, c'est un moment singulier qui s'adresse à une personne singulière avec un problème spécifique. Et c'est pour ça justement que je fais tellement de prashna, c'est-à-dire de questions horaires, qui est l'examen d'une question posée à un moment précis, pour lequel la configuration céleste doit délivrer la réponse.
Oui, alors quand vous dites cela, ça me surprend un petit peu, parce que on ne peut pas complètement opposer, on ne peut pas dire que l'astrologue n'ait fait pas de la psychologie quelque part. Il était obligé, le simple fait de dire que quelqu'un va avoir une autre attitude, parce que quand on fait une prévision, c'est aussi une prévision psychologique. Le fait de dire que la personne verra les choses autrement, ou aura d'autres exigences, ou aura d'autres besoins, c'est déjà une forme de prévision psychologique. Est-ce qu'on peut vraiment faire une prévision qui n'aurait aucun caractère psychologique? Écoutez, je m'en défends, mais peut-être psychologisais-je, faisant de la psychologie comme le fait M. Jourdain. Oui. Je ne sais. Non, parce que c'est ce fameux débat entre ceux qui sont uniquement psychologisants et qui disent qu'ils ne font pas de prévision, comme si le fait déjà de faire de la psychologie n'était pas prévisionnel. Il va de soi, Jacques, que l'on ne va pas asséner. Et c'est en cela que la psychanalyse et l'écoute de l'autre me rendent service dans ma pratique, parce que qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi vient mon consultant? Il a un désir précis. Il faut que je l'amène à le préciser, à le découvrir, et avec l'aide des positions planétaires, trouver le moment où ce désir va pouvoir être effectif en raison de ses positions astrales et de la configuration de ses potentialités. Oui. Non, mais je veux dire qu'il y a actuellement une sorte de débat comme ça, entre d'un côté des gens qui disent « moi je fais que l'astrologie psychologique, elle ne fait pas de prévision », alors qu'en réalité, déjà, le fait de définir le comportement de quelqu'un, c'est déjà une façon de faire une prévision, parce que c'est une façon de dire qu'il se comportera généralement comme cela dans la vie, donc quelque part, ça veut dire qu'on sait à peu près comment comment sa vie va se passer à la lumière de ce qu'il est. Et inversement, il y a ceux qui font des prévisions événementielles et qui disent qu'ils ne font pas de psychologie, alors qu'en réalité, il faut prévoir ce qu'on appelle un climat, on peut prévoir un changement d'attitude, un changement de comportement, qui va provoquer d'ailleurs des événements différents. Bon, moi je chasse le désir, je pourchasse le désir de mon client et j'essaye de lui permettre de le rencontrer et de le vivre. Oui. C'est une formule. Et alors justement... Et quelle est la différence? À votre avis, enfin c'est encore une question qui va être un peu philosophique, comment se fait-il comment les astres agissent-ils sur nous, en fin de compte? C'est-à-dire que, comment est-ce que les événements sont produits par les astres? Par quel procédé, par quels intermédiaires? Comment est-ce que les astres font que... ou est-ce que ce sont des signes, ou ce sont des causes? Enfin, on revient sur des débats comme ça. Comment est-ce que ça provoque? Comment est-ce qu'on arrive? Comment est-ce que les astres pourraient agir sur des choses aussi particulières? Cher Jacques, vous savez bien que j'ai repris des études pour essayer de comprendre ça. J'ai fait du sanskrit pour aller lire nos textes, pour voir ce que disaient nos grands fondateurs. J'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la psychanalyse, et j'ai fait du droit. J'ai pas de réponse. J'ai été désigné, j'ai été choisi comme astrologue à 3 reprises. Je vis ma vie d'astrologue, j'essaie de le faire aussi honnêtement que possible. Pourquoi les astres marchent-ils? Je ne sais pas. Et oui, effectivement, c'est une observation. On peut dire qu'on observe les effets, mais néanmoins, en fin de compte, ça ne vous préoccupe pas finalement Non, si la tradition astrologique est complètement cohérente ou pas, comment les astres peuvent agir sur nous. Ce qui vous intéresse, c'est comment... c'est comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Ou du moins, quels sont les effets? Quels sont les effets? Si le fonctionnement marche, bon, toute l'histoire de la Lune me passionne, je vis avec elle tous les jours. Bon, et j'allais dire, en fille d'agriculteurs et de grands parfumeurs, de créateurs de plantes à parfum, l'occurrence de la Lune m'importe beaucoup. J'y étais habitué dès ma jeunesse, la Lune sur les marées et tout. Le reste est venu ensuite. Je me souviens, et j'en finirai là-dessus, quand j'étais petite fille à Madagascar, mon père nous apprenait à lire les constellations. J'avais 7 ou 8 ans et j'ai dit un jour, je lirai dans les étoiles. Et je voudrais vous poser encore une question subsidiaire, on la coupera peut-être au montage.
Est-ce que l'astrologie indienne, ou l'astrologie en général, a des choses à nous dire sur le féminin et le masculin? Ah oui, alors là, parfaitement. Vous savez que nous avons un département spécifique de l'astrologie indienne qui est consacré à la femme. L'horoscope féminin se lit de la lune. Justement, cette lune à laquelle je m'attache tellement, c'est elle qui régit mon sexe. Le masculin, lui, il peut se décliner de beaucoup plus nombreuses manières. Il va se décliner avec Mars, il va se décliner avec le Soleil, il peut se décliner avec Saturne ou avec Jupiter. Nous avons deux modèles, la Lune et Vénus, c'est tout. Donc il ne faut pas travailler l'astrologie de la même façon quand on a affaire à un homme ou une femme, c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est que les réservoirs de force ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas que je délivre un pronostic différent, ni que je travaille de manière différente. Mon Vimshotari reste le même pour tout le monde. Les lois d'exaltation et de débilité sont les mêmes. Mais les forces constitutives du thème qu'il convient que j'observe se lisent à partir de la Lune ou de Vénus. Et est-ce qu'il n'en est pas de même en astrologie occidentale, cette façon de J'en sais rien. privilégier la Lune chez les femmes, enfin... Mais Je je crois n'en que sais c'est rien. assez théorique d'ailleurs, mais je crois que ça existe aussi un peu du moins. Peut-être, vous savez, je ne connais pas du tout la pratique de mes confrères. J'ai plus beaucoup le temps de lire tout ce que je reçois par email. Chacun travaille un peu dans son coin. Oui. La cassette est terminée, Jacques. Non, c'est une annonce. Enfin, elle n'est pas terminée, mais vous avez encore une minute. Mais enfin, on va peut-être s'arrêter là. 2 minutes. Bon, à moins qu'on ait une idée qui vienne, mais de toute façon, c'est aussi bien comme Je crois ça. qu'on a Voilà. couvert notre champ. Voilà. Donc on va pas Vous trop... vous exercez, madame. Non, mais moi j'attends pour dire un commentaire. Bah, justement, c'est fini. Bon, à propos d'une transe saturnienne, Oui, j'ai découvert récemment, parce qu'il me faut du temps pour découvrir les choses, en synastrie, ça définit le mode de relation que j'ai avec ma mère qui est absolument majeur dans notre relation. Il y a une conjonction Soleil-Neptune en balance. C'est majeur et ça a des conséquences encore maintenant. Mais malheureusement, Barbara vous a dit qu'elle ne pratique Non, mais pas. c'est pour ça que Oui. j'ai pas voulu que ce soit enregistré, Oui, mais que je c'est me ça. permets quand même de dire que je viens de découvrir que ça... Sans dire que ça me soit complètement hermétique, ça procède pas du vocabulaire que j'emploie quotidiennement. Je ne dis pas que ça ne me parle pas du tout, mais Mais enfin, c'est vrai que vous pourriez dire que ce qu'on attribue à Neptune, on le Ça retrouve peut être éventuellement, Ketu. on aurait pu l'attribuer à Vénus ou à autre chose. Ketu, Oui, ou à Ketu, on va dire. Soleil Il Ketu. y a- Oui, on peut chercher ailleurs. Il y a une dévitalisation du Soleil dans ces conditions. C'est ma mère qui a le soleil, hein. Moi j'ai C'est Neptune. Alors c'est vous qui êtes dévitalisé. Ah, moi c'est sûr, hein. Vous êtes dévitalisé. Sûr. Dans vous mon la- rapport avec mais- elle. Mais vous la dévitalisez aussi. Oui, c'est vrai que je lui pose problème, ça c'est sûr. Dans ma façon d'être. Et du même ordre, la même chose entre le soleil de mon... Non, là, attendez, oui, le soleil de mon père tombe sur mon Mars. On est en confrontation. Oui, ça j'ai connu ça aussi. Ce n'est pas tout simple, mais ça vous donne des idées à l'un et à l'autre, ça vous rend dynamique. On est en Ça peut être un peu la guerre, mais c'est une guerre... vous forgez des armes et vous allumez le feu. Vous êtes intéressé par les contacts, comment les deux thèmes se situent Les synastries. Oui, ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui. Ça permet de... Puis moi, ce qui m'intéresse, enfin ça vous aussi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple le thème de la rencontre, le thème d'une rencontre. Oui, ça c'est très intéressant. Ben, le moment, le muhurta, comme disent les sanskritistes, ce moment particulier, c'est le générateur de tout le devenir. Exactement. Le devenir de la relation est dans ce moment. Oui, complètement.